D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer ce jeu avec nous. C'est un jeu très sérieux. C'est un jeu très sérieux. Il y a quelques mois de ça, moi je suis chef d'entreprise d'une PME et j'ai entamé un processus passionnant auprès de la CEC. Et pour vous dire la vérité, je me suis pris une énorme claque. Une énorme claque parce que à la fin de cette première session, j'ai eu peur. Je me suis dit que probablement mon entreprise allait disparaître un jour ou l'autre. Et c'est une prise de conscience qui est terrible. J'ai aucun doute sur le fait que votre conscience à vous, environnementale, est au-delà des espérances. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez partager avec nous un exemple précis, une anecdote où vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait switcher quelqu'un, comment vous vous y êtes pris et qui c'était? Ah, bonne question. Peut-être démarrer comment j'ai switché, moi. Alors moi, je viens de la campagne, hein, donc j'ai été élevé à côté de la forêt, donc il y avait eu... mes parents m'ont transmis l'amour de la nature, de l'émerveillement devant la nature, devant les animaux qu'on y rencontre. Et puis, mais ce qui m'a fait switcher vraiment, c'est quand j'ai vécu au Burkina Faso. Là, pendant la période des pluies, s'il manque une ou deux pluies, ça peut être la famine. Et j'ai vécu, malheureusement, une famine dans le nord du Burkina Faso. Et après, j'ai vécu au Bangladesh. Et là, pendant la période de la mousson, c'est une ou deux pluies de trop. Et ça peut être des drames. Et donc là, j'ai compris à quel point nos conditions de vie, nos conditions même d'existence, étaient liées à l'environnement. Alors, qui j'ai pu convaincre? J'espère que j'en ai convaincu quand même. À partir de ma carrière, c'est pas une question facile que vous me posez. Récemment, peut-être? Un exemple précis. J'ai rencontré, mais c'est des gens qui ont réalisé, mais j'ai rencontré comment des gens ont pu réaliser à quel point c'était dramatique, et dramatique pour eux. C'est pas très gai ce que je vais vous raconter. Ce sont des familles qui habitent à Saint-Rogatien. À Saint-Rogatien, en fait, on a constaté qu'il y avait un cluster de cancer pédiatrique. Et ce sont des familles qui vivent à côté des champs, juste à côté des champs, où il y a d'incroyables épandages de pesticides. Ils habitent juste à côté d'une usine dont on n'a jamais su pendant des années exactement ce qui sortait des cheminées. Et en fait, ces personnes-là, tous les jours, aujourd'hui, se battent pour savoir la vérité sur les cancers qui ont touché leurs enfants. Et ils se battent aussi non seulement pour leur vérité, mais pour dire à quel point, si on ne s'occupe pas de toutes les pollutions, on a effectivement une explosion des cancers pédiatriques. Et c'est parfois à travers une expérience personnelle, qui peut être, dans ces cas-là, extrêmement douloureuse, qu'on construit non seulement un deuil, d'une certaine façon, mais qu'on construit sa capacité à devenir les porteuses ou les porteurs d'un combat. Ok. Voilà. Belle histoire. Magnifique histoire. Et quelle a été votre action, vous? Nous, c'est vraiment de faire en sorte, en permanence, d'éclairer sur les dangers des pesticides et ce qu'on appelle l'effet cocktail, vous savez, quand on est exposé le principe des pesticides ou de la chimie. Ça a toujours été de dire, en fait, si vous buvez ça, alors pas de pesticides, ça, c'est pas dangereux. Mais en fait, ils veulent toujours éviter qu'on calcule si vous buvez ça là, si demain matin vous buvez ça, si le soir vous buvez ça. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui peut avoir un effet absolument dramatique sur la santé. Mais la partie forte aussi, je veux dire, de cette histoire, l'autre face, c'est dans ma région, l'Aisne. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un paysan, et il y a une vingtaine d'années, il a pris un shoot de pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, il n'était pas protégé, et là, il en a respiré beaucoup. Et il est suivi depuis, parce que son sang s'est dégradé. Et du coup, il a décidé à ce moment-là, il avait une ferme un élevage totalement conventionnel, et il a décidé de transformer son élevage. Aujourd'hui, il fait 100% bio.
Ce sont des espèces, des variétés historiques, locales. Sa ferme est neutre en carbone parce que avec les pâtures, avec les champs, la sortie du glyphosate et tout ça. Et il gagne mieux sa vie. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était tellement heureux parce qu'il va transmettre une ferme qui est un exemple. Il va la transmettre à sa fille, qui s'est mariée. Et donc il transmet quelque chose dont il est incroyablement fier. Et qu'il a pérennisé. Et qu'il a pérennisé dans des systèmes agricoles qui ne sont pas toujours évidents aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est d'un côté le drame, le risque, la crise, la catastrophe parfois quand on parle du climat, et de l'autre, les solutions qui sont des solutions de plaisir, qui sont des solutions de mobilisation, qui sont des solutions toujours collectives. Parce qu'on peut tous évoluer individuellement. Évidemment, trier, on n'a pas besoin d'être formé pour ça, même si des fois, franchement, on hésite toujours devant quelle poubelle mettre. Mais pour un paysan, par exemple, l'accompagnement et la démarche collective est essentielle. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif aussi à retenir. Alors, du coup, je pense que c'est la même chose pour vos entreprises, non? Absolument. Donc on va y aller. On va y aller. Alors, j'aimerais bien rebondir sur le collectif pour vous poser une question rapidement. Comment vous évaluez, vous, aujourd'hui, la conscience environnementale du monde politique auquel vous appartenez? Il y a une prise de conscience de la crise environnementale, c'est incontestable. Après, il y a différentes formes de déni. Il y a le déni historique. La science se trompe, Dieu ne peut pas avoir mis ça en place. Vous savez, vous avez des sénateurs au Congrès, au Sénat américain qui pensent des choses comme ça. Ou le déni, j'allais dire, d'extrême droite. En fait, ils sont contre l'idée même du dérèglement climatique, pas tant à cause de la science, ils sont contre le fait que, au fond, il faut qu'on s'y mette tous pour réussir. À un moment donné, c'est la communauté humaine, c'est la coopération qui fera qu'on réussira la bataille du climat ou pas. Et l'extrême droite ou les populistes se sont construits toujours nous contre eux contre nous. Donc au fond, le climat nous oblige à faire ensemble ce qui est incompatible avec leur logiciel politique. Et puis il y a ce que j'appelle le déni de l'urgence, qui amène à beaucoup d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, oui, bien sûr, c'est dramatique. Il y a les conférences internationales, on va se fouetter en disant combien le drame est là, combien on n'agit pas assez, et que si on n'agit pas, c'est la catastrophe. Et une fois qu'on a fini le discours, c'est business as usual. Ça, c'est ce que j'appelle l'écologie d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, la crise écolo n'est perçue que comme une contrainte. Et en fait, si vous ne la percevez que comme une contrainte, vous, à un moment donné, vous cherchez toujours à l'éviter. Vous dites pourquoi, au fond, moi je vais vraiment trier. Est-ce que mon voisin le fait? Les Européens vont dire, oh là là, mais nous on fait quand même mieux que les Américains, tant que les Américains ne font pas. Et les Américains disent, tant que les Chinois ne font pas, il n'y a pas de raison de faire. Donc ça, c'est l'écologie d'évitement. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit avec nos gouvernements. C'est-à-dire qu'ils fixent des objectifs, mais ils ne se donnent jamais les moyens d'y arriver. Et pour rencontrer beaucoup d'entreprises, y compris des patrons de fédérations, qui disent, alors, on a écouté le ministre hier nous dire il va falloir faire ça. Et puis une semaine après, on l'a rencontré et on le rencontrera la semaine prochaine. Et on va lui dire, mais écoutez, monsieur le ministre, c'est très compliqué ce que vous dites. Mais vous inquiétez pas. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Nous, l'important, c'est qu'on l'ait annoncé. Ça, c'est le déni de l'urgence. Et celui-là, il est très répandu. C'est toujours cette idée, un peu comme dans le film donc Look Up, que les technologies, bientôt, la croissance qui arrivera, permettra de résoudre des problèmes qu'on ne veut pas anticiper. Okay. Alors, si vous le permettez, en fait, le déni de l'urgence, on ne l'a pas du tout, hein, nous, les 150 chefs d'entreprise de la CEC. Je sais. Bien au contraire. Donc, mais en fait, on est chef d'entreprise et notre objectif, c'est de faire en sorte que nos entreprises délivrent de la valeur pour se pérenniser dans le temps. Mais on veut maintenant, effectivement, délivrer de la valeur respectueuse, on va dire, de la planète. Alors, puisqu'on est sur les entreprises, de votre point de vue, comment pourraient faire les entreprises pour introduire des critères qui iraient au-delà de la mesure de l'euro, finalement, ou du résultat, dont on a besoin sans doute quand même pour assurer le changement, on y reviendra dans une dernière partie,
parce qu'il faut faire des investissements pour assurer le changement. On verra si ça peut être accompagné, aidé, etc. Mais est-ce que vous avez une réflexion sur la mesure de la performance, au-delà de la performance financière, au-delà de la performance en euros, de ce que pourrait être une création de valeur, finalement? Vous avez raison, parce que finalement, le débat dans l'économie, pendant longtemps, il y a de la valeur qui est créée, comment on la répartit. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement la répartition de la valeur, c'est quelle valeur on crée. Vous l'avez dit, une valeur qui est respectueuse à la fois de la question environnementale, de la question sociale, de la question des territoires. Et donc, au fond, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent. Moi, je suis pour que chaque euro porté dans l'économie, chaque euro public qui est mis dans l'économie, qui est mis dans les entreprises, devrait être conditionné au climat, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est une sorte de bonus-malus. Vous voulez accéder au marché public? Eh bien, vous avez mis en place la RSE. Eh bien, dans les marchés publics, vous avez, je ne sais pas combien de points en plus, parce que vous avez mis en place la RSE. Vous n'avez pas de trajectoire de sortie du carbone? Eh bien, vous perdez l'accès au marché public. Vous perdez une partie de vos exonérations de cotisations. Vous n'avez plus accès au crédit impôt recherche. Et donc, au fond, c'est d'organiser, déjà à travers les politiques publiques, une redéfinition de la valeur créée par l'entreprise. Dans l'entreprise, comment ça se traduit? On peut prendre plusieurs dispositifs, du plus collectif au plus contraignant. Le plus collectif, au fond, ça serait d'avoir, y compris autour du droit à la délibération dans l'entreprise, quel est le sens de cette valeur? Quelle est cette valeur créée? Et comment on s'organise pour que la valeur créée soit responsable? Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, la plus optimiste, mais on trouve déjà ça dans l'économie sociale et solidaire, on trouve aujourd'hui maintenant dans les entreprises à mission, toute cette réflexion. Donc au fond, c'est en train de progresser, y compris parce que notamment les jeunes qui rentrent en entreprise, ne veulent pas laisser leur engagement à la porte de l'entreprise. Donc, d'une certaine façon, vous êtes contraint d'évoluer du fait de la jeunesse qui aspire non seulement à participer aux décisions, mais à donner du sens. Et puis, il y a le plus contraignant. Vous avez des experts comptables aux comptes financiers. On peut parfaitement imaginer qu'il y ait des commissaires aux comptes extra-financiers. Il y a des normes comptables qui sont en train de se mettre en place. Je sais, mais IFRS, c'est-à-dire que, évidemment, il faudrait plutôt aller vers un système collectif, d'intelligence collective qui fait que, mais à un moment donné, notamment pour les grandes entreprises qui en ont les moyens, ça ne suffit pas de faire le beau rapport en papier glacé avec une grosse marque papier recyclé pour dire combien on prend en compte l'environnement, combien on prend en compte la réduction du carbone, mais qui est des commissaires aux comptes extra-financiers qui viennent vérifier que, parce que, y compris vous bénéficiez d'argent public, eh ben, la trajectoire de décarbonation, par exemple, si ça doit être le critère, elle est respectée. C'est vrai, on est tous à partager une conviction que de toute façon, votre entreprise, elle peut être sanctionnée. Sanctionnée par qui? Par le marché, par les cours de bourse. Mais ça ne suffit pas. Par le consommateur. Par le consommateur, ça ne suffit plus. Si vous êtes moche. Si vous êtes moche, de plus en plus. Hein, donc c'est un pouce à faire quand même. Hein. Ça va passer vite. Et les générations de salariés que nous rentrons aujourd'hui. C'est une forme de prise en tenaille, on va dire, pour être un pouce à faire des entreprises. Ok, très bien. Merci de votre réponse. Mais ça, on doit le faire aussi. Pourquoi je dis parce que les démarches volontaires... si vous voulez, si à un moment donné, elles ne sont pas, j'allais dire, sanctionnées par la règle, oui. Vous savez bien que l'avant-garde le fait avec sincérité. Oui. Et puis, vous avez tous les bandits qui viennent se mettre dans le truc et qui font du greenwashing. Oui. Et qui tuent, au fond, y compris le légitime avantage compétitif que devraient en tirer les entreprises qui ont fait l'effort. C'est exactement. C'est une de nos préoccupations. Hein. C'est-à-dire comment on fait si nous bougeons et si notre univers concurrentiel, qu'il soit national ou international, ne le fait pas. Ouais. Alors évidemment, vous évoquez que ça peut être entre guillemets contraint par la réglementation pour faire que tout le monde agisse collectivement. Même si en tant que chambre d'entreprise, on n'aime pas trop prendre beaucoup de régulation, mais je crois que les branches que vous avez évoquées peuvent être
une voie pour avancer. Mais après, c'est aussi, par exemple, quand on prend les indicateurs, au fond, de prospérité ou de valeur, je veux dire, c'est aussi, ça vaut pour les comptes nationaux. Je veux dire, y compris normalement dans la loi aujourd'hui, on devrait prendre en compte non seulement la valeur créée au sens du PIB, mais aussi l'empreinte carbone, les inégalités, l'empreinte écologique au sens large, la question de la santé. Au fond, pour avoir des indicateurs beaucoup plus riches de notre prospérité collective. Et puis, puisqu'on parle de commerce, parce qu'évidemment, ça peut être un frein, nous, on se bat en ce moment au Parlement européen pour avoir ce qu'on appelle les clauses miroirs dans les accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas importer un produit qui ne respecte pas les normes que vous avez mises en œuvre sur votre continent. Typiquement, si vous empêchez que les accélérateurs de croissance des bovins, par exemple, aux antibiotiques, sur le continent européen, ben vous n'importez pas de la viande bovine qui a reçu ce type d'accélérateur de croissance, vous voyez. Ça, c'est aussi pour qu'il y ait une concurrence loyale qui se mette en place. Merci. Okay, merci. Ce qu'on voulait aborder avec vous, c'était l'accompagnement du changement. J'aimerais... vous devez connaître les travaux du Shift Project, qui ont donné des chiffres. C'est 800 000 emplois détruits contre 1 100 000 emplois créés. Moi, je suis dirigeant d'une PME. J'ai conscience que mes 180 emplois vont avoir besoin d'avoir une transition, une transformation, une régénération. J'en ai conscience. Je sais qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai la responsabilité d'apporter ce cap avec des outils d'intelligence collective, certes, mais aussi avec une conscience, une émergence du futur. Oui. OK. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir accompagner ce processus-là, qui est un processus de deuil dont vous parlez au départ? Parce que être chef d'entreprise, c'est aussi deuiller les raisons pour lesquelles on s'est battu toute sa vie pour faire tourner sa boîte, comme on dit dans une PME. Et comment vous allez nous accompagner pour aussi embarquer nos collaborateurs, qui sont des gens qu'on aime, qui ont un métier qu'ils aiment, dont ils n'ont pas conscience aujourd'hui qu'il est voué à disparaître. Voilà. C'est un sujet qui est dur, ça. C'est un sujet qui est dur parce que l'emploi qui disparaît, il est là. Il y a un visage, il y a une famille, il y a une vie. L'emploi qui est un être, il n'est pas là. Il n'a pas encore de visage, il n'a pas encore de famille. Et même si c'est un emploi qui disparaît et 2 qui vont naître, ben ces 2-là, c'est difficile simplement de dire, bah, écoutez, il y en a 2 qui arrivent, donc c'est pas grave. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Du plus large au plus petit. Moi, je veux que chaque région, chaque territoire pense sa transition. Vous savez que vous le travaillez, vous êtes des actrices et des acteurs de ça, autour de ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui est un très vilain mot, mais qui est une extra... Moi, j'aime pas. On a toujours l'impression que c'est une économie qui tourne en rond. En tout cas, c'est une économie... C'est un peu comme les emplois verts, on a toujours l'impression qu'on finit jardinier. En tout cas, c'est une économie qui a eu le mérite de nous mettre en mouvement intellectuel. C'est l'appellation que je trouve qui est pas très bonne. Mais c'est une incroyable intelligence de territoire, en fait. Au-delà de sortir de l'extractivisme, du gaspillage, de la pollution... Ce sont des économies de territoire, ce sont des économies d'intelligence, ce sont des économies d'innovation incroyables. Donc, de penser les territoires, au fond de se dire, d'ici 5, 10, 15 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire? Au regard des grands enjeux environnementaux, sociaux, de territoire, économiques, de souveraineté, tous les débats qu'on a aujourd'hui. Et de mettre tous les acteurs autour de la table pour rendre cette transition possible. Évidemment, les entreprises, les salariés, les collectivités et l'État qui vient en soutien avec ses politiques publiques pour faire bouger ces territoires. Et évidemment, dans ce cadre-là, se pose la question, de la formation. Quel type de formation professionnelle on accompagne, mais évidemment, de la sécurisation des parcours professionnels. Et ce que vous posez là, c'est qu'à partir du moment où on a un chemin et une direction, on peut parfaitement, et c'est dans mon projet, avoir des contrats qui pérennisent les revenus des salariés pour soit
bouger sur une autre entreprise, soit évoluer dans leur formation, évoluer dans leurs compétences. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait, à partir du moment où on a un projet de territoire, y compris parce que l'économie verte est de fait une économie qui est quand même plus intensive en travail qu'en capital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capital, mais il y a plus de travail. On peut parfaitement, au fond, accompagner les salariés vers ça, pour qu'il n'y en ait personne au bord de la route. Ça va depuis les salariés de votre entreprise, et c'est essentiel, jusqu'à des personnes qui peuvent être très très éloignées de l'emploi. Vous connaissez les expériences de territoire zéro chômeur longue durée, qui sont des personnes très éloignées de l'emploi, qui retrouvent de l'insertion, qui retrouvent de la socialisation, qui retrouvent un emploi autour de missions d'intérêt général qu'il faut massifier. Donc à l'échelle des territoires, on peut le faire. C'est si on laisse tout le monde se débrouiller que tout devient compliqué, en fait. Et vous savez, juste pour reparler d'un secteur qui est particulièrement impacté et par le Covid et, au fond, par les évolutions qu'on doit prendre. C'est le secteur de l'aéronautique. Moi, j'avais été très impressionné. Il y avait eu, au début du Covid, une tribune de 700 élèves ingénieurs de Supaéro, qui est l'école qui forme nos ingénieurs en aéronautique, et qui avait dit « L'aéronautique, ça a toujours été notre rêve. Mais on a bien compris qu'y compris du fait du dérèglement climatique, il n'y allait pas avoir du boulot pour tout le monde. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'on pense nos compétences et nos parcours pour que notre intelligence, notre enthousiasme, notre engagement trouvent d'autres débouchés qui ne sont pas forcément l'avion, mais qui peuvent être, je ne sais pas, les énergies renouvelables, le stockage de l'électricité, l'économie circulaire, les machins, les trucs. Et c'est ça que je trouve passionnant. On peut que vous soutenir et vous accompagner là-dessus, mais c'est en fait, quand on est en tant que chef d'entreprise, c'est la gestion du temps de ça, le temps de la transformation, parce que c'est pas un bouton qu'on tourne du jour au lendemain. Et puis d'une certaine manière, j'ai pas envie de transformer mon entreprise avec des salariés aidés par l'État. Finalement, j'ai envie d'essayer de faire la transformation. Je crois le point que j'aurais une question à vous poser. Ce qui manque aux chefs d'entreprise dans le monde d'aujourd'hui, parce que ceux qui sont volontaires, et on est 150 volontaires, c'est de la visibilité. Oui. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a comme solution, vers quoi on va aller? Et je vais me permettre, un exemple qui va faire sourire ma camarade, de vous sortir un exemple concret. Moi, je livre des boissons, 750 camions tous les jours sur le territoire national. 35 000 cafés, des stades, des aéroports, bon bref. De 65% de consignés d'ailleurs, pour rebondir sur le circulaire, donc c'est assez vertueux. Mais mes camions ne sont pas si vertueux que ça finalement. Donc je suis prêt à investir. Mais j'investis dans quoi, M. Jadot? Dans des camions électriques, dans des camions hydrogène, dans des camions au biofuel, parce que là j'ai 50 camions qui tournent à l'huile de friture, mais je ne peux pas avoir un critère bas, parce que dans les camions, c'est pas exclusif, c'est pas captif, je peux mettre aussi du fuel. Et ben voilà, je vous ai posé la question. Quelle visibilité vous nous donnez sur les énergies à venir pour qu'on puisse anticiper nos investissements? Parce qu'un chef d'entreprise a besoin de ça. On est prêt à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt à y aller. Mais dans quoi? Mais dans quoi? Et je vous passe les villes qui disent ça, d'autres qui disent ça, d'autres qui disent ça, etc. Vous avez raison. Voilà, on ne sait pas. Vous avez raison. Je pourrais prendre un autre exemple. On pousse tout le monde et on met beaucoup d'argent pour acquérir des véhicules électriques. Et on n'installe pas les bornes de recharge. Mais non. Enfin, moi, je les installe sur mes sites. À nos frais. D'accord, mais vous le faites. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État ne tient pas son engagement d'installation de bornes de recharge pour faire en sorte, parce qu'au fond, ils préfèrent l'hybride, en vrai. Ils ont laissé les constructeurs imposer l'hybride plutôt que d'aller véritablement vers la voiture électrique. Bon. Après, moi, je suis pas là pour trouver la solution technologique. C'est pas mon travail. Moi, je considère que c'est même pas le travail de l'État, au fond, de définir quelle doit être la technologie que vous allez employer. Mais vous pouvez définir des priorités d'investissement, parce que là... On va définir des priorités d'investissement. On en a entendu un ce matin sur l'hydrogène. Exactement. Parce que votre force à vous, ce qui n'est pas toujours la force de l'État, c'est de traduire une contrainte en opportunité. Ça, c'est la force des entreprises. Et donc, vous savez, par exemple, ça s'est passé... Alors moi, je pense que l'hydrogène, pour le coup, pour les camions, c'est plutôt pas mal. Mais il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Toujours pareil. L'hydrogène n'est pas une énergie. Donc, ça se fabrique.
Voilà, ça se fabrique. Donc il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Il y en a d'autres, c'est effectivement le biogaz. On va voir ce qui va se passer, y compris dans ce moment de guerre, où j'espère qu'on ne va pas revenir 20 ans en arrière en disant « Oh là là, il faut produire plus dans l'agriculture, il faut aller chercher du gaz de schiste américain, tout ça », qu'on va plutôt accélérer les transitions. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Et il faut trouver les consensus, parce que là où vous parlez de stabilité et de visibilité, prenez par exemple en Allemagne. En Allemagne, pendant longtemps, ils n'ont pas voulu passer au bus de ville électrique. Il n'y avait pas d'argent pour passer au bus électrique. Jusqu'à ce que les constructeurs allemands fassent des bus électriques. Et donc d'un seul coup, là, si vous voulez, tout le monde a basculé. Les constructeurs ont fait des bus électriques, et on n'importe plus les BYD de Chine. Et du coup, tous les outils de politique publique favorisent l'équipement en bus électrique. Moi, ce que j'aime dans le système allemand, qui n'est pas parfait, loin s'en faut, il n'y a pas de système parfait, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a un consensus qui se construit dans la société pour dire, voilà, on prend telle rupture technologique, on en fait un avantage industriel de notre pays, et toute la classe politique, en fait, se met derrière. C'est-à-dire que si vous avez un changement de gouvernement, vous n'avez pas forcément de changement de politique industrielle parce qu'on a considéré que c'était l'avenir. Et ça me paraît essentiel. Oui, parce que nous devons, du temps long à gérer. Nous devons vous donner la visibilité. Nous devons vous donner la visibilité et la stabilité administrative, financière et réglementaire. Parce que sinon, ça ne marche pas. Le truc, on l'a vu, pourquoi c'est un tel fiasco, les rénovations globales dans notre pays? Vous vous rendez compte, on a 800 000 primes rénov', il y a 2500 logements qui sont sortis des passoires énergétiques. C'est une catastrophe en termes d'efficacité. Mais pourquoi? Même chez les artisans, un coup il y a les fenêtres, le lendemain il n'y a plus les fenêtres, à un moment il y a les chaudières, il n'y a plus les chaudières, il y a les plafonds, il y a les toitures, il n'y a plus les toitures. On organise l'instabilité administrative, financière, réglementaire des transitions, et donc à un moment donné, plus personne n'a envie de s'y investir, sauf les plus convaincus, mais les plus convaincus, au regard des urgences aujourd'hui, ça ne suffit pas. Merci, votre réponse. À la fin de notre temps ensemble, donc vous avez un élément de question de conclusion, une conviction assez forte qui est portée par les conventionnels de la CEC, quelque chose qui a émergé au début, assez frileux pour partir sur le terrain politique, puis se rendre compte que le monde de l'entreprise n'avancécologie sans le monde politique. Et une conviction qui a émergé... Et réciproquement. Et réciproquement. C'est-à-dire que l'écologie, c'est un sujet qui est politique. Par contre, on n'y arrivera pas à la bonne vitesse tant que ça ne devient pas un sujet apartisan, au sens écologie, couleur politique, ici. Et c'est, si vous avez regardé peut-être la présentation du Shift Project, où en conclusion, Jean-Marc Jancovici parlait d'idée d'union sacrée. C'est un peu cette idée, comment on fait pour créer l'union sacrée de l'écologie appartient à tout le monde, et ça ne devient plus une question de clivage politique. Ben, ça serait assez simple la vie, c'était comme ça. Si au fond, on aime tous la paix, le bonheur partagé, la justice sociale, et que tout ça pouvait se décrocher de la politique partisane. La réalité, on a des Françaises et des Français qui aujourd'hui sont percutés dans leur pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas agi sur l'isolation des logements, et donc les factures restent énormes, et dès que les prix flambent, bing. On n'a pas agi sur à la fois les alternatives à la voiture, ni sur les mobilités contraintes. Quand vous devez faire 20 bornes, 30 bornes pour aller bosser, parce que vous n'avez pas de logement à proximité, parce que ça coûte trop cher, c'est pas simplement que vous avez envie de faire 30 bornes tous les jours pour aller bosser, c'est parce que les conditions vous imposent de ça. Donc, toute cette inaction-là, toute cette situation dans laquelle on est là, elle naît aussi des politiques publiques. Et que oui, dans le paysage politique, il y en a qui continuent à défendre aujourd'hui d'exonérer l'agriculture des normes environnementales pour produire plus.
Il y en a qui continuent à soutenir Total en Russie, Total en Ouganda, des projets de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Il y en a qui considèrent que la chasse, c'est génial, même le week-end, même à court. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi la politique. Après, il faut trouver le bon compromis. Et il faut que... voilà, moi je pense qu'à un moment donné, la transition écologique, elle se fera de toute façon. Parce que les chocs à venir vont être tellement de plus en plus violents qu'elle se fera. La question c'est, est-ce qu'elle se fera assez tôt pour éviter la brutalité d'une situation où on perd le contrôle? Est-ce qu'elle se fera dans la justice sociale, c'est-à-dire qu'on accompagne les plus impactés et les plus fragiles sont accompagnés pour qu'évidemment ils soient les premiers bénéficiaires de la transition écologique alors qu'ils sont les premières victimes. Quelles sont les premières victimes des pollutions? Et puis après, à la fin, la dernière question, c'est qui la fera? Est-ce que ce sont des entreprises françaises qui feront la transition écologique dans notre pays? Ou est-ce qu'on aura perdu du temps, ce qui fera qu'à un moment donné, ce seront les Chinois, les Américains, les Allemands ou je ne sais pas qui? Eh bien, ça relève pas aujourd'hui d'un consensus politique. Et donc, c'est aussi la noblesse de la démocratie, au fond, d'avoir des positions. Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit d'accord sur ces grands défis. Mais à l'évidence, on a quand même un président de la République où l'État français a été condamné 2 fois par la justice pour inaction climatique. C'est un choix politique qu'il a fait. Il ne subit pas les situations. Donc, à un moment donné, de la même façon que tout le monde est pour la justice sociale, et puis il y a des mouvements qui défendent plus ou moins des choses sur la justice sociale. Ben, c'est aussi ça la beauté de la politique, qui est de porter. Est-ce que ça devrait être l'unanimité là-dessus? C'est ma conviction. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas l'unanimité. La réalité, c'est que si ce n'est pas les écologistes qui ont les manettes, eh ben, ça ne se fait pas. Et ça, c'est grave. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Et si c'est votre conviction, est-ce que vous avez déjà imaginé une solution pour embarquer avec vous le reste du monde politique? Une solution en intelligence collective? Moi, c'est pas une partie du monde politique. Vous savez, sur ces sujets-là, il a bougé parce que les Français ont bougé, en fait. Moi, je ne cherche pas, finalement, à savoir quelle est la sincérité de mes concurrents politiques. Mon seul sujet, c'est que ça se fasse à un moment donné. Et ça se fera parce que la société est mobilisée. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la société est très en avance du monde politique. Dans vos entreprises, dans l'action au quotidien des citoyennes et des citoyens, dans les associations. Au fond, moi je le dis souvent, la société écolo qui va bien, elle n'est pas inventée, elle est déjà là. Sauf qu'elle est en marge des politiques publiques. Les fermes, les entreprises, les centres de recherche, les associations, les citoyens qui font des choses formidables, ça existe déjà. Mais c'est des warriors. Ils se battent parfois contre le système pour pouvoir le faire. Et bien moi, je veux qu'ils soient au cœur des politiques publiques pour que, au fond, toutes les politiques publiques vous accompagnent pour servir l'intérêt général et que ceux qui sont contre soient sanctionnés par les politiques publiques. Donc, vous voyez... Ça nous ferait beaucoup de bien. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc après, si la société, quand elle se met en route, petit à petit aussi, les responsables politiques changent. Donc, mais là, on est encore dans un moment où vous êtes minoritaire. L'agriculture biologique est minoritaire. Les énergies renouvelables sont minoritaires. Et donc aujourd'hui, la majorité, celle qui pèse énormément dans les ministères, ce n'est pas votre discours qu'elle porte. Non. Mais les rapports de force sont en train de changer. Chez les consommateurs, chez les citoyens et chez les acteurs de l'économie. Et donc il faut accélérer la bascule parce que sinon on n'a plus le temps. Je me permettrais de faire une dernière remarque. Oui, c'est ma dernière remarque, bien sûr. Parce qu'en fait, ces warriors ou ces jeunes dans les entreprises, on les a. Je sais. On les a. La seule chose, c'est qu'ils ne vont pas voter. C'est aussi ça notre sujet. Je sais. C'est ça notre sujet, votre sujet. Parce qu'on les a, non de Dieu. Je peux vous dire, ils nous poussent à changer les jeunes qu'on a dans les boîtes aujourd'hui. Parce qu'ils sont des pousses à faire aussi. Vous avez raison. Voilà, c'était mon point. Mais vous avez raison. Ils vont pas voter. Ou peu. Ils vont pas voter, mais à nous aussi de leur redonner confiance dans la politique. Ils vont pas voter parce qu'au fond, ils ont l'impression que ça ne sert plus à rien. Oui, peut-être. Que c'est pas là le lieu de l'action.
Et c'est dramatique parce qu'on sait que s'il n'y a pas les politiques publiques, on ne gagnera jamais ni la bataille du climat, ni celle de la biodiversité. Merci beaucoup, M. Jadot, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Merci pour ce que vous faites. Merci.